Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en vos grades d'égalité, merci de nous accueillir ici dans ce superbe amphithéâtre Bamana, au lieu central de l'activité, je dirais, politique, administrative et économique aujourd'hui de notre département. Hier, on vous a présenté donc les projets. Moi, j'insisterai sur le fait que les entreprises, ce sont des chefs d'entreprise, mais ce sont aussi leurs salariés. Et aujourd'hui, mon discours et mon propos, aux côtés de mes collègues, Monsieur le Président, vous l'avez indiqué, Monsieur Anfan Afidou, puisque je rappelle que c'est bien le département, dans sa compétence régionale, qui a la compétence de formation professionnelle. C'est aussi Pôle emploi qui recueille les offres, qui recueille aussi l'enregistrement des demandeurs d'emploi et qui met en place, on l'oublie souvent aussi beaucoup, tout un volet de formation. Moi, mon propos, c'est de pouvoir vous dire, vous l'avez vu, aujourd'hui, il y a des opportunités majeures pour les entreprises à Mayotte, et en premier lieu pour les entreprises mahoraises. Mais pour cela, il est indispensable que nous puissions vous proposer, d'abord, connaître vos besoins. Et là, je pense que mon collègue de Pôle emploi évoquera l'étude qui est menée sur les besoins de main-d'œuvre et la nécessité pour Pôle emploi de disposer des réponses des entreprises. Nous avons à connaître vos besoins. Notre objectif, c'est d'abord, avant tout, de pouvoir assurer à nos entreprises, toutes celles qui sont présentes ou qui veulent s'installer à Mayotte, assurer aux entreprises des personnels compétents. Mais pour cela, il faut que nous puissions disposer de vos besoins de compétences. Nous avons dans notre département, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, pas moins de 80 organismes de formation qui aujourd'hui sont à jour de leurs obligations et qui sont donc disponibles et habilités à recevoir les demandes de formation des autorités publiques. Le gouvernement, dans le cadre du pacte d'investissement dans les compétences, a fait un effort considérable pour accompagner les collectivités compétentes en matière de formation professionnelle. Pour notre département, c'est pas moins de 23 millions d'euros que l'État vient mettre en plus, je me permets d'insister, en plus des 47 millions d'euros pour les 4 années à venir, de 2019 à 2022, dans le cadre du pacte ultramarin d'investissement dans les compétences. Avec le département qui a réalisé son schéma qui s'appelle le contrat de plan régional pour le développement de l'orientation et de la formation professionnelle, nous avons, dans le cadre du contrat de pacte d'investissement dans les compétences, identifié les secteurs clés et identifié également les moyens à mettre en œuvre pour que la commande publique, et notamment celle du département, puisque l'État fait une subvention globale au département, permettre au département, aux élus dans le volet stratégique et politique et aux services de mettre en œuvre le plan régional de formation avec, là aussi, en utilisant comme l'un des prestataires principaux, Pôle emploi. Donc nous avons ici à Mayotte des outils qui sont là pour vous, mais la première condition, c'est de connaître vos besoins de main-d'œuvre. Et donc, dans le cadre de vos plans d'investissement, prévoir l'investissement humain. Et bien sûr, vous comprendrez que je me permets d'insister, l'investissement humain sur Mayotte et pour les Mahorais et les Mahoraises. Car nous, comme cela a été présenté, cela a été indiqué par notre animatrice, nous savons qu'à Mayotte, nous avons à mettre en place tout un dispositif de formation, de préqualification. Je salue mon commandant, le représentant du régiment du service militaire adapté, qui est organisme de préqualification, et je tiens beaucoup à ce terme, et je sais que le colonel y tient beaucoup aussi, car il s'agit effectivement de former des jeunes mahoraises et mahorais, et j'insiste sur mahoraises parce que c'est aussi une demande de la Commission européenne, de renforcer, et je sais que les campagnes de communication du régiment le démontrent également, la volonté du régiment de renforcer la présence des jeunes femmes mahoraises dans le RSMA. Donc le message, c'est aussi pour qu'après, une fois qu'ils ont acquis, nos jeunes, les savoir-être et les savoirs de base, que nous puissions proposer les parcours de formation complémentaires qui vous permettent d'avoir le personnel compétent dont vous avez besoin pour vos entreprises. Cela est l'enjeu majeur pour Mayotte. Enjeu majeur compte tenu de notre jeunesse. Enjeu majeur aussi pour le développement des entreprises, pour que nous réussissions, permettez-moi d'employer le pluriel, nous réussissions, vous, chefs d'entreprise, vos salariés et Mayotte en termes génériques, parce que des salariés veut dire des revenus, veut dire de la consommation, veut dire de la croissance dans les autres secteurs.
les projets importants qui sont présentés dans le cadre du contrat de convergence et de transformation signé entre l'État et le département et les perspectives majeures que représente le projet gazier sont des ambitions fortes pour Mayotte. Je pense que mon collègue, M. Mekaoui, a présenté les derniers chiffres de l'INSEE, 7,6% de croissance en 2017, dernière année connue. 7,6% de croissance dans un territoire français. C'est extraordinaire. Dans mon domaine, je ferai, pour vous donner une actualité, à ce jour, je dis bien à ce jour, et c'est un peu une des causes de mon retard, j'ai souhaité mettre mes connaissances à jour. À ce jour, nous n'avons reçu à la DIECT que 5 demandes d'activité partielle depuis le début de l'année, toutes pour des entreprises de moins de 10 salariés. Je rappellerai que l'année dernière, dans le cadre de la crise, parce que peut-être certains vont dire c'est parce que le dispositif d'activité partielle n'est pas connu, lorsque nous avons connu la crise du printemps 2018, ce sont près de 1500 entreprises mahoraises qui avaient déposé une demande d'activité partielle pour pratiquement 5000 salariés. Donc je vous rassure, le dispositif est connu, mais nous sommes bien dans un territoire de croissance. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire partager cette volonté d'accompagner les entreprises, nécessité de disposer, et c'est là où nous avons besoin de ce volet de partenariat, de disposer de vos besoins de compétences, que dans les projets d'investissement, vous n'hésitiez pas à vous rapprocher de nos services, le département, bien entendu, qui est également compétent en matière de développement économique et de formation professionnelle, Pôle emploi pour les demandes lorsque les postes sont identifiés, ou les services de la DIECT pour le volet de l'État. Nous sommes là pour ça. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous dans le cadre de vos projets ou avec l'ADIM comme facilitateur pour que nous puissions prendre en compte également ce volet humain et faire en sorte que lorsque, pour le projet gazier notamment, dans 2 ou 3 ans, il y aura des besoins concrets de main-d'œuvre, que nous ayons formé les gens. Nous ne pouvons pas passer de Bac-2 à Bac+2 en quelques semaines. Plus, comme vous, dans vos plans d'investissement, plus nous pourrons prévoir l'avenir, plus nous pourrons nous inscrire dans la durée et meilleures seront les formations, meilleurs seront vos futurs collaborateurs. Donc l'objectif, c'est bien d'avoir un volet gagnant-gagnant avec un engagement politique du département et financier de l'État, du département et des partenaires majeur pour ces prochaines années. Voilà l'outil. Je laisserai mes collègues, et notamment mes collègues du département, puisque c'est la compétence du département, évoquer les actions concrètes. Mais voilà la volonté, et comme je le disais, le gouvernement a souhaité accompagner les collectivités, et entre les parts de l'État, du gouvernement et de l'Europe, avec le Fonds social européen, nous avons les moyens de vous accompagner, mais pour cela, il faut que nous connaissions vos besoins. Et la première étape, c'est bien de connaître les besoins des entreprises, connaître quelles sont les compétences dont vous aurez besoin demain pour pouvoir les préparer aujourd'hui. Messieurs, Mesdames, Messieurs les directeurs, Messieurs les représentants, Messieurs les intervenants, voilà. Bon, je vais synthétiser et essayer d'être le plus clair possible pour exposer un petit peu la politique du département et le niveau d'intervention du département dans le champ de la formation professionnelle et de l'insertion. Donc, comme vous l'avez dit, pour le département, sa compétence en matière de formation professionnelle est toute récente, c'est en 2014. Malgré la jeunesse de cette compétence au niveau du département, dès le départ, la collectivité est plus véritablement, depuis 2015, avec la mandature actuelle, a voulu dynamiser le secteur de la formation professionnelle. La situation, vous la connaissez, le directeur de l'INSEE a présenté hier le topo. C'est vrai que d'une certaine façon, on a des situations assez difficiles. Hein. Je parle du niveau de chômage, le taux d'inactivité en termes d'entreprise. Mais on a des atouts, on a une jeunesse importante, hein, 60% de la population. On a un taux de croissance, comme vous l'avez dit, du PIB de 7,5%. Et surtout, nous avons des institutions et des financements qui sont déjà dédiés pour faire face à ces enjeux. Donc, dès le départ, le président du département a souhaité qu'il y ait une concertation, une articulation, une convergence des politiques
au niveau des institutions, c'est-à-dire les institutions de l'État, des collectivités et des partenaires sociaux. Pour arriver à cette convergence, je dirais, politique, en 2018, le département, à l'initiative de l'État, on a mis en place un organisme de concertation et de coordination, le CREFOP. Cet organisme a pour vocation d'unir dans une même instance des représentants du rectorat, le représentant de l'État, le représentant des collectivités, le département en l'occurrence par rapport à sa champ de compétences, mais aussi les représentants des syndicats patronaux et salariés. L'objectif, c'est arriver à coordonner nos actions, aussi être un lieu de débat, un lieu aussi de détermination des priorités du département. Donc, le département qui avait souhaité vraiment, avec notre partenaire de l'État, coordonner les politiques, a créé donc cette structure qui fonctionne depuis fin 2018. À partir de là, il fallait mettre en place aussi une convergence au niveau stratégique. C'est l'objet du CPRDFOP, c'est le contrat de plan régional de la formation et de l'orientation professionnelle. C'est un contrat, un document stratégique qui recense dans sa première mission les besoins du territoire, qui les analyse, qui les étudie et qui propose des champs de priorité. Deuxième mission, ce contrat, ce document stratégique a vocation de trouver ou même d'inventer des dispositifs, des outils pour assurer la mise en œuvre de ces actions de formation. Donc, on a une structure de concertation, on a une stratégie, c'est le CPRDFOP, et il fallait un diagnostic. Donc, on a mis en place ce diagnostic partagé, je dois l'avouer, avec les représentants de l'État et les partenaires, l'ensemble des partenaires qui font partie du CREFOP. Et ce diagnostic partagé nous a permis de commencer à fixer les priorités. Vous avez parlé de 12 filières stratégiques du département issues du SR2I, le schéma de développement économique. Donc, quand je dis 12 filières, c'est pratiquement toutes les filières du département. Tout Mayotte, toutes les filières, tous les secteurs sont prioritaires. Donc, on a mis l'accent sur le fait qu'il fallait fixer nos politiques sur les 12 filières et assurer un niveau de formation, de qualification, de certification élevé dans chaque filière, afin de les structurer et afin aussi d'avoir un effet levier et développer l'économie du territoire. Donc, ce diagnostic a permis par la suite, dans le cadre du PUIC, le plan ultramarin d'investissement des compétences, et aussi en bénéficiant des dotations de l'État, comme vous avez dit, à hauteur de 25 millions d'euros sur la période considérée, de s'entendre pour mettre en œuvre un certain nombre de politiques et d'actions financées autour de 47 millions d'euros pour le département et 25 millions d'euros de l'État. Ils sont bâtis, bien sûr, sur ces 12 filières. Je cite quelques-uns. On dit souvent les souleurs porteurs de l'économie mahoraise, c'est le BTP, le commerce et les services. Mais il y a d'autres filières d'avenir, comme le tourisme, le numérique. Donc, l'ensemble des filières sont prises en compte dans cette stratégie. Alors, pour revenir un peu plus à terre au niveau du département, que fait le département chaque année? Chaque année, le département, dans le cadre d'un financement important, c'est environ 12 millions d'euros par an sur les actions de formation, lance des programmes de formation professionnelle pour environ 2500 stagiaires en formation. Donc ces dispositifs, il y en a 5. Le premier dispositif, c'est la commande publique de formation annuelle, autour de 7 millions d'euros. C'est les formations qui tiennent compte des besoins des entreprises via les besoins manifestés de la mission locale et de Pôle emploi, qui nous font remonter les besoins. Et par rapport aussi aux besoins, comme je vous ai dit, de structuration des filières, des fameux 12 filières. Donc chaque année, on lance ces actions de formation dans les métiers et les secteurs, comme je vous l'ai dit, importants du territoire, mais surtout dans le souci de remonter la qualification
des demandeurs d'emploi, qualification, préqualification et certification. Donc l'objectif, c'est d'une manière générale augmenter le niveau de compétences de la population, mais en même temps former les hommes pour faire face aux besoins des entreprises manifestés à l'occasion de nos relations avec nos partenaires. Bien entendu, donc, il y a la première action, c'est la commande publique pluriannuelle, c'est 7 millions d'euros chaque année, avec une convention, avec un marché pluriannuel en cours, là, sur 3 ans. Deuxième dispositif, il y a le dispositif mobilité avec la DOM, qui concerne environ 437 stagiaires chaque année, d'un financement autour de 1,3 million. Donc là aussi, c'est le financement des formations à l'extérieur, hein, à Maurice par exemple, en métropole, sur des métiers qui ne sont pas, des secteurs qui ne se retrouvent pas à Mayotte. Donc troisième action forte, c'est l'apprentissage. La collectivité a contracté un partenariat avec le rectorat pour la création des UFA académiques, hein, je crois 4 UFA placés au nord, au sud du territoire, 5 et 2 sections Petite Terre. Donc l'appui du département il tourne autour de 1,3 million et ça concerne 247 apprentis chaque année. Et l'ambition, c'est d'arriver à 500 en 2020. Troisième action, c'est une action d'appui sur des métiers médico-sociaux avec le financement de l'IFSI, c'est l'Institut de formation des infirmiers et l'Institut de formation des travailleurs sociaux dans le domaine de sanitaire et social. Là aussi, la collectivité intervient fortement à hauteur de 2,3 millions chaque année pour la formation au secteur social, qui est un secteur en tension, si on peut dire, parce que c'est un secteur en devenir. Hein, et beaucoup de demandes en territoire compte tenu des besoins sanitaires. Cinquième action, c'est un nouveau dispositif qu'on a mis en place, le dispositif chèque formation. C'est un dispositif, je dirais, actif, parce qu'il permet de financer des formations complémentaires pour des demandeurs d'emploi qui bénéficient d'une promesse d'embauche. Donc peut-être qu'ils ont besoin parfois de compléter leur formation en matière d'informatique par exemple, ou remise à niveau en matière de gestion. Et donc on a créé ce dispositif-là. Ça concerne chaque année une quarantaine de gens formés. Voilà. Parallèlement à ce dispositif, je dirais, régalien du département, on travaille dans le cadre du PUIC avec les services de l'État, avec un financement annuel autour de 5 millions d'euros. Sur les axes prioritaires du PUIC. Hein, en résumé, c'est des priorités qui sont axées sur des suivis d'un parcours avec une obligation d'insertion. Et dans ce parcours, on doit tenir compte des besoins du territoire. Et donc ces financements complètent ceux de la collectivité et permettent aussi de mettre en place des actions de structuration de l'écosystème au niveau de la formation professionnelle. Je parle des organisations de formation où, dans le cadre de l'axe 3 du PUIC et l'axe transverse, il y a un effort considérable pour accompagner les organismes de formation dans leur phase de transition par rapport à la nouvelle réglementation, dans leur phase de certification pour répondre à des standards de qualité, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il y en a 80 organismes de formation qui ont été certifiés. Et donc c'est une bonne chose. Hein. C'est une garantie de la qualité. C'est l'une des priorités du département. Voilà, donc il y a le PUIC. Après, il y a d'autres financements parallèles, le FSE, le Fonds social européen, qui fait un effet levier sur les financements de la collectivité par rapport à toutes ces actions que je vais parler, et qui permet de bénéficier de 80% des actions qu'on mène chaque année et qui permet de faire monter le niveau des gens formés. Je vous rappelle, on était autour de 2500. Avec le FSE, si tout se passe bien, on peut arriver à doubler cette dynamique. Donc, vous l'avez compris, le département, la région place la formation professionnelle et l'orientation comme une de ses priorités et veut absolument dynamiser
cet écosystème de telle manière qu'on puisse être en mesure de répondre aux besoins des entreprises. Je pense qu'il n'y a pas de problème de financement, hein. Les financements sont là. Et au niveau technique et au niveau infrastructure, la collectivité en partenariat avec l'État met tous les moyens possibles, hein, dans le cadre du PUIC pour que le tissu des OF soit en capacité de répondre à l'ensemble des besoins. Après, au niveau économique, les secteurs, tous les secteurs sont prioritaires, hein. Et encore une fois, étant donné cette priorité, je dirais, multidimensionnelle, nous sommes prêts vraiment, je dirais, prêts à faire face aux défis de ces projets-là, projets gaziers. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, merci. Merci. Alors, Monsieur le Président, Messieurs les directeurs, chers partenaires, bonjour. Alors, avant que je rentre sur le vif du sujet, à vous présenter les besoins en main-d'œuvre, je vais profiter de cette occasion pour préciser de manière très rapide les missions de Pôle emploi, hein, cette institution publique. Donc, Pôle emploi est bien évidemment une structure d'État qui inscrit, qui identifie les personnes en démarche de recherche d'emploi. Pôle emploi, c'est une structure qui gère l'assurance chômage, donc qui indemnise les demandeurs d'emploi ayant cotisé, ayant les critères qui leur permet de bénéficier d'une indemnité de remplacement, dans l'attente, bien évidemment, d'un retour à l'emploi. Et ensuite, pour concrétiser sur le retour à l'emploi, Pôle emploi, bien évidemment, soutient, accompagne les porteurs de projets, en tout cas les chefs d'entreprise, sur tout projet de recrutement au niveau du territoire. Donc, chaque année, nous opérons une enquête qu'on appelle les besoins en main-d'œuvre. Et cette enquête nous donne une photo des besoins sur le territoire et qui nous permet bien évidemment de mener des actions en lien avec les besoins identifiés. Donc l'année dernière, nous avons interrogé environ 2400 établissements sur Mayotte. En général, tous les établissements ne répondent pas, forcément. Mais sur les 2400, on a eu environ 700 établissements qui ont pris la peine de répondre à cette enquête, qui nous permet du coup de classer ce qu'on appelle les top 10 des emplois qui sont porteurs sur le territoire. Une fois cette photographie annoncée et réalisée, bien évidemment, nous faisons un lien avec les personnes qu'on a en face, enfin, les chercheurs d'emploi, les personnes qui sont en démarche de s'insérer. Et on a assez rapidement un constat sur notre territoire, mais chaque année ça se répète. Le constat étant qu'effectivement, la quasi-totalité des entreprises répondantes nous font état de cette difficulté de recrutement. Alors, en général, on est sur des emplois qualifiés, à 76% d'emplois qualifiés, auquel cas nous mettons en œuvre des actions de formation. Enfin, nous faisons bien évidemment appel aux organismes qui ont été annoncés bien évidemment tout à l'heure, au nombre de 80 sur le territoire. Donc chaque domaine, on fait appel à appel d'offres et bien évidemment on essaye de qualifier cette liste de demandeurs d'emploi de manière à ce qu'ils bien évidemment ils puissent prendre les emplois en difficulté de preneur. Donc on opère par ce fonds qui nous est délégué par le gouvernement, qu'on appelle AIF, les actions individuelles à la formation. C'est un fonds propre qu'on a pour l'emploi qui nous permet bien évidemment de dispenser des actions sur les territoires. Tout domaine confondu. Donc on passe du bâtiment au service vers les secteurs
qui sont porteurs d'emploi et qu'on appelle les métiers en tension, qui sont identifiés par les organismes partenaires tels que la DIECT et bien évidemment le directeur l'a précisé tout à l'heure, le conseil départemental. Donc on a un porte-monnaie qui nous permet de qualifier ces personnes-là. Depuis l'année dernière, on a également eu la délégation dans le cadre du PUIC, plan ultramarin d'investissement dans les compétences, où le conseil départemental nous a délégué, bien évidemment, un fonds. L'année dernière, on tournait aux alentours de un peu plus d'1 million d'euros, ce qui a représenté en 2018 605 places de formation, pareil, hein, dans ces secteurs identifiés. Cette année, nous sommes aux alentours de... Au premier semestre, du coup, on a dispensé 300 places de formation sur le territoire. Et là, en ce moment, on est en train de compléter, bien évidemment, le nombre de places restants, aux alentours de 429. En premier semestre, on a dispensé 300 places et on est en cours de finalisation pour, bien évidemment, pouvoir consommer le porte-monnaie restant qui avoisine, du coup, les 429 places de formation, tout secteur confondu en tout cas. Donc, voilà ce qui est de l'intervention de Pôle emploi. Il nous arrive très souvent de tomber sur des emplois dont la formation ne peut pas être dispensée sur le territoire. Alors, très souvent, on a des partenariats, bien évidemment, tissés sur le territoire, hein, notamment avec Opcalia, qui nous permet, une fois qu'on a identifié un poste, il y a une intention d'embauche concrète, il y a un partenariat avec Opcalia qui nous permet de, bien évidemment, combiner les moyens et envoyer la personne à l'extérieur, peu importe le coût. En général, on arrive toujours à combler les fonds qui nous permettent du coup de qualifier la personne pour qu'elle puisse prendre l'emploi in fine. Voilà de manière globale l'intervention de Pôle emploi sur le territoire. Ensuite, on intervient dans les mesures gouvernementales. Donc, on a des contrats aidés. Cette année, on nous avait donné un objectif de 31, ce qu'on appelle les emplois francs, pour ceux qui connaissent. Les emplois francs, ce sont des aides financières qui sont octroyées aux entreprises qui émettent des intentions d'embauche ou qui embauchent du coup. Et donc, il y a une aide financière qui avoisine les 15 000 € si une entreprise recrute. Ça a commencé depuis le mois d'avril dernier. Et donc, on nous avait donné un objectif de 31 contrats, objectif qu'on a atteint au mois de juin, mais ça ne s'arrête pas. On peut toujours mobiliser, et on continue toujours à mobiliser ces aides-là pour les entreprises qui recrutent sur le territoire. Donc voilà, globalement, les missions de Pôle emploi dans le cadre du soutien aux entreprises et dans le cadre de la qualification des demandeurs d'emploi qu'on inscrit et qu'on accompagne dans le cadre de leur insertion. J'en ai fini là, monsieur, dame. Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'abord, quelques petits mots sur l'institution que je représente. Opcalia, désormais, ou plutôt à partir du 1er janvier 2020, Acto, il faudra s'y habituer. C'est le nouvel OPCO. C'est le nouvel OPCO des entreprises et des salariés à forte intensité de main-d'œuvre, qui est connu aujourd'hui sous le nom d'ESFIMO. Donc, il reprend les champs de 4 OPCA qui existaient jusqu'à la réforme de septembre 2018. Les missions de 4 OPCA qui sont le FAFI pour l'hôtellerie, la restauration et les activités de loisirs, le FAFTT, le travail temporaire, l'Intergro, le commerce de gros et le B2B, et Opcalia, qui est Interpro, et la branche de la propriété des services et des services associés. Donc Acto est l'interlocuteur emploi-formation des entreprises de 32 branches au niveau national, et à Mayotte, il est l'interlocuteur de toutes les entreprises qui se retrouvent sur le territoire.
Donc même si on n'est pas, on fait pas partie des 32 branches à Mayotte, l'OPCO est l'unique interlocuteur de toutes les entreprises qui se retrouvent sur le territoire. Donc les missions de l'OPCO, ACTO, il y a 4 missions principales, sans entrer dans les détails. La première mission, c'est d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. C'est l'alternance de façon globale. La deuxième mission, c'est l'appui technique aux branches professionnelles, donc aux entreprises de Mayotte. La troisième mission, c'est de favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment avec le CPF. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je vous fais en primeur je vous invite à la matinale qui aura lieu après-demain, vendredi, à la CCI, à la chambre à l'hôtel consulaire, à la matinée du 15 septembre. On aura l'occasion de rentrer dans les détails. Il y a des ateliers qui sont prévus. Et puis la quatrième mission de l'OPCO, c'est d'assurer un service de proximité au bénéfice des TPE, PME. Voilà, notamment en termes de formation. Alors moi, je voudrais insister sur 2 choses. La première, c'est le volet formation des salariés. Donc notre mission, en tout cas, on était connus pour la mission assurer la montée en compétences des salariés, des entreprises. Et aujourd'hui, on va assurer notamment la montée en compétences des entreprises des moins de 50 salariés. Les plus de 50 peuvent aussi être accompagnés, mais il y a des conditions. Ensuite, parce qu'on sait tous que l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, au maintien de leur capacité à occuper un emploi, mais aussi à les aider à monter en compétences. Donc c'est le plan de développement des compétences, c'est ce qui est connu jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui s'appelle le plan de formation des entreprises. Donc à partir à partir de maintenant, depuis la réforme, il y a des fonds mutualisés pour les actions qui sont utiles au développement des compétences des salariés des entreprises des moins de 50. Le deuxième volet que je souhaiterais insister, il est moins connu, mais il prend de plus en plus de place et il devient une des missions importantes de l'OPCO, que nous sommes ACTO, c'est répondre aux besoins immédiats et futurs de main-d'œuvre qualifiée des entreprises. Alors j'insiste sur ça parce que monsieur le directeur du travail a insisté sur la remontée des besoins des entreprises. On a une grosse mission en partenariat avec les amis de Pôle emploi, avec le conseil départemental sur l'insertion, mais en face, c'est la réponse qu'on donne aux entreprises qui souhaitent s'installer à Mayotte ou qui sont déjà à Mayotte en termes de main-d'œuvre qualifiée. Donc on a des actions en partenariat, par exemple, avec le Pôle emploi ou avec le conseil départemental. On a des actions par exemple, de préparation opérationnelle à l'emploi. Donc on se base sur les études de Pôle emploi, des besoins à main-d'œuvre, de la stratégie du département, mais surtout des besoins qui sont remontés directement par les entreprises. Donc, quand on est une entreprise, n'hésitez pas à aller à votre OPCO, à ACTO, pour remonter vos besoins, pour que ensuite on puisse mettre en œuvre des actions de formation pour répondre à ces besoins, pour répondre à ce besoin de recrutement. On a les contrats d'alternance, donc apprentissage, professionnalisation, ProDia et ProA, qui constituent des dispositifs importants parce que ça permet déjà d'avoir un salarié en entreprise, mais aussi de le former et de le fidéliser à l'entreprise. Et enfin, quand on a
pas l'expertise à Mayotte, on met en place des actions de formation à l'extérieur, avec notamment l'aide de la DOM, pour aller former des jeunes Mahorais à l'extérieur. Ça peut une durée plus ou moins courte, pour qu'ils puissent revenir rapidement occuper les postes qui sont disponibles sur le territoire. On a mis en place, par exemple, récemment, des contrats de professionnalisation d'outre-mer, où on a fait partir des jeunes Mahorais avec d'autres jeunes des autres départements d'outre-mer, et les faire revenir rapidement pour occuper des postes qui sont importants pour le développement de Mayotte. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, donc je vais repartir un peu de la phrase qui est affichée, Mayotte face aux enjeux de l'emploi et de la formation pour relever les défis de son développement. Il y a deux choses dans cette phrase. Il y a une entrée développement qu'on va réduire ici au niveau du développement économique parce qu'on est dans un forum économique. Il peut y avoir d'autres types de développement, bien sûr. Et si on prend ça au niveau des acteurs de l'économie, des entreprises privées, dont on a vu hier qu'effectivement on avait un déficit du secteur marchand par rapport au secteur public. Le point de vue d'une société, d'une entreprise, c'est, dans son ADN, la création de richesse, la création de valeur, et après, l'emploi n'est que la conséquence pour assurer son développement économique. Maintenant, si on prend la première partie de la phrase, les enjeux de l'emploi et de la formation, au niveau d'une société, c'est vital pour assurer la stabilité de cette société. Puisque, effectivement, on peut assumer sa liberté de citoyen et ses choix que si on peut s'insérer dans cette société. Donc les deux doivent être mariés. Effectivement, il y a effectivement la demande de l'économie, présente, future, et les attentes des citoyens. Alors, on a à notre disposition plusieurs leviers qu'il convient d'actionner avec un seul principe, c'est l'efficacité. Ce qu'il faut, c'est être le plus efficace pour assurer justement cette réponse aux défis du développement. Le premier levier, celui qu'on connaît, c'est répondre à une demande de l'économie qui est exprimée. On a des acteurs sur le territoire qui ont besoin de tel type de collaborateurs avec tel type de compétences. Quand la compétence elle est formalisée, après le directeur de la DIECT l'a dit tout à l'heure, il y a 80 opérateurs de formation sur le territoire, dont le métier premier, c'est l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique, pour répondre à ces besoins exprimés et faire une réponse personnalisée qui correspond exactement à ce dont a besoin l'entreprise. Donc ça, c'est la première entrée. Alors pour se mettre, je dirais, en ordre de bataille avec la loi du 5 septembre 2018 sur la formation professionnelle, le vice-rectorat a décidé de fusionner son GRETA, qui est son opérateur de formation continue, avec son CFA, qui est son opérateur d'accompagnement de l'apprentissage. Donc au 1er janvier 2020, on aura un opérateur de formation qui s'appellera GRETA CFA de Mayotte, qui va pouvoir opérer sur l'ensemble du périmètre de la formation professionnelle, c'est-à-dire la formation continue des adultes, ça c'est une première entrée, l'insertion professionnelle, et sur un territoire où moins d'un jeune sur deux a moins de 18 ans, c'est important d'être en capacité à répondre sur ce volet-là. Et le troisième volet, c'est l'apprentissage. Donc effectivement, au 1er janvier, on aura un opérateur qui sera multipérimètre, formation continue, insertion professionnelle, apprentissage. Deuxième levier sur lequel on peut agir, là on est sur des entreprises qui ont un besoin d'accompagnement, de montée en compétence de leurs futurs salariés. C'est le développement de l'apprentissage. Le besoin est validé puisqu'il y a signature d'un contrat de travail et l'entreprise a 2 ou 3 ans pour accompagner avec bien sûr le CFA qui sera support un peu de la formation
théorique et un peu technique, on va dire. Cette entreprise, elle va donc monter en compétence ses futurs salariés sur une période de 2-3 ans. Là, on est à 308 apprentis actuellement sur le territoire. Ça, c'est les chiffres du dernier conseil de perfectionnement qui a eu lieu cette semaine. On peut, comme l'a dit notre collègue, développer encore l'apprentissage. Ça veut dire qu'effectivement, chaque entreprise qui a ce besoin d'accompagnement de ses futurs salariés, effectivement, l'idée d'embaucher un apprenti, c'est quelque chose qui doit se développer sur Mayotte. On peut développer sur le secteur public, on peut développer sur le secteur privé. L'apprentissage est ouvert jusqu'à 29 ans. Avec la loi du 5 septembre, on peut maintenant embaucher des apprentis en cours d'année. On n'est plus obligé de les embaucher au début septembre comme on le faisait avant. On a introduit, grâce à cette loi du 5 septembre, beaucoup de souplesse pour justement développer l'apprentissage. Et ce développement de l'apprentissage est une partie de la réponse à relever les défis du développement de Mayotte. Troisième entrée, troisième levier, c'est peut-être le plus important, c'est inventer le futur. On est en 2019, bientôt 2020. C'est quoi l'économie de Mayotte à horizon 2025-2030 ? Ça, c'est le plus dur, en tant qu'opérateur de formation, d'imaginer les besoins qui ne sont pas encore exprimés de l'économie qui va se développer, ou qui va certainement se développer. Et là, le président l'a rappelé, effectivement, on a un certain nombre de documents stratégiques sur lesquels il faut s'appuyer. Le contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelle, le plan ultramarin d'investissement dans les compétences, etc. Tous ces documents-là nous donnent des visions stratégiques sur ce qui va se passer à 5 ans. Et c'est ce qui permet aux opérateurs de formation de se mettre dans les bonnes directions pour commencer à investir sur ces futurs centres de formation dont aura besoin le territoire. Il ne faut pas oublier que pour créer un lycée technique, il faut 4 ans. Donc ça veut dire qu'on ne sort pas la première formation avant 6 ans si on est sur un niveau 3, 7 ans si on est sur un niveau 4, 9 ans si on est sur un niveau 3. Niveau 3, c'est BTS, d'accord ? Donc on a ce besoin d'anticiper pour justement orienter le système de formation. Je ne parle pas qu'au niveau du directoire, je parle de l'ensemble du système de formation de Mayotte, au sein du CREFOP, qui est quand même l'organisme qui permet de réguler et de coordonner tout ça. Donc voilà, le troisième levier, il est stratégique pour nous, puisque c'est ce qui nous permettra effectivement d'avoir les compétences sur le territoire et par effet d'anticipation, de permettre à des entreprises de venir s'implanter sur Mayotte parce qu'elles vont y trouver des jeunes qualifiés. Quand on dit qualification, ça peut être à tout niveau, ça peut être déjà de la préqualification. Le lire, écrire, compter et le savoir-être, c'est déjà les premiers éléments qui permettent une insertion professionnelle. Ensuite, on a la qualification professionnelle. Effectivement, si je veux un maçon, il faut développer des compétences pour être en capacité à monter un ouvrage de maçonnerie. Voilà, donc c'est ces 3 leviers-là qu'il nous faut actionner, et il n'y a pas d'idée préconçue. Le seul choix possible, c'est l'efficacité. Quel est le levier qui va nous assurer la meilleure efficacité pour répondre aux besoins de développement économique de Mayotte ?